Bonjour tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous, salut à toutes. Merci de nous regarder encore une fois pour ce petit débrief hebdomadaire de la semaine politique. On va vous parler de plusieurs choses. On va commencer par la popole, comme on dit. Enfin, d'ailleurs, pas parler uniquement de politique, mais des rapports entre la politique et notamment la gauche et les syndicats. Parce que cette semaine, Sophie Binet, la secrétaire confédérale de la CGT, a envoyé une lettre à Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, une lettre assez verte, hein, assez franche, en gros, où elle disait je ne veux pas que que vous, Monsieur Mélenchon, vous fassiez de l'ingérence en fait dans les histoires de la CGT. Elle revient en fait sur, elle trouve que les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon à l'égard de Philippe Martinez sont inacceptables. Hein, c'est les mots, l'adjectif qu'elle utilise. Et en fait, elle fait référence à plusieurs choses, à plusieurs prises de position de Jean-Luc Mélenchon, notamment depuis l'élection de Sophie Binet, où en gros, il avait pas sous-entendu, il l'avait dit d'ailleurs tout carrément, que Sophie Binet avait été élue secrétaire nationale de la CGT contre Philippe Martinez et que, en fait, Philippe Martinez avait payé la défaite des retraites et sa ligne avait été battue. Et Sophie Binet lui répond non, déjà occupe-toi de tes affaires. Il y a une continuité dans la CGT et elle appelle de ses voeux, et c'est ça qui est intéressant, et c'est de ça dont on voulait parler, elle appelle de ses voeux à une normalisation des rapports entre les partis politiques, notamment de gauche, mais d'ailleurs elle parle à un moment de tous les partis politiques, mais surtout ceux de gauche, et la CGT. Je sais pas, t'as quelque chose... Oui, prolonger ce que je viens de dire. oui. En fait, la lettre de Sophie Binet, donc il y a une question un peu polémique sur la question des relations entre Jean-Luc Mélenchon et Martinez, qui sont à peu près aussi chaleureuses qu'avec Fabien Roussel, je pense. Hein, bien que Martinez ne soit pas dans très bons termes avec Fabien Roussel, comme ça, que ces trois hommes s'aiment beaucoup. Oui, enfin bon, c'est pas que des questions de machistes, quoi. Il y a des désaccords entre eux qui s'expriment sur la place publique de façon assez verte depuis un moment. Bon, elle revient sur ça, et notamment parce qu'elle n'a pas très envie, en gros, que Jean-Luc Mélenchon considère que son élection, ou laisse entendre que son élection est grâce à l'action des militants LFI contre Martinez. En gros, elle veut pas être la femme de Jean-Luc Mélenchon dans la CGT, ce que je peux comprendre. Enfin, j'ai quand même une question. Et ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle n'entend pas être laissée entendre. Mais ça, je dirais, c'est la partie polémique. Et comme moi, je crois que cette semaine... C'est une semaine d'apaisement aussi. C'est une semaine d'apaisement. Elle trouve que vraiment, maintenant, toutes les relations sont apaisées. Non, mais puisque Jean-Luc Mélenchon n'a pas validé le tweet de Sophia Chikirou, qui elle-même n'a pas traité Fabien Roussel de Doriot, tout va bien. Non, mais je prends acte de cette descente de pression. Donc, je préfère qu'il en soit ainsi. Voilà, je préfère qu'on se raconte que ça n'a pas eu lieu et ça n'existe pas. Très bien, tournons la page. Comme dirait Aurélie Trouvé, nous n'avons jamais été aussi unis à gauche. Voilà, donc Aurélie Trouvé, que vous pouvez écouter sur le site, puisqu'elle a donné un entretien à Pablo cette semaine, et dans lequel elle est comme moi, elle est dans une période sereine et zen. Donc nous sommes zen. Et donc je trouve que c'est l'occasion de réfléchir à cette question, en fait, des relations entre les syndicats et les partis. C'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon met sur la table cette question. Ça fait même plusieurs années. En 2018, il avait fait un interview dans Libération dans lequel il appelait à un front populaire et il faisait référence, c'était assez justifié de faire référence au Front populaire de 1936 qui a gagné par une espèce de plateforme qui rassemblait vraiment 200, je crois, organisations, associations, syndicats, partis, dans une sorte de plateforme commune, et qui a poussé
vers l'élection donc du gouvernement du Front populaire. Et donc Mélenchon dit il faut qu'on en revienne quelque part à une certaine unité organique, ce qui, je crois, est poussé un peu loin ce qui s'est passé en 36, mais il dit voilà dans Backseat, pour prolonger, il dit je voudrais qu'on ait une structure commune. Voilà, donc avec les syndicats. Après structure, oui, ça veut dire ce qu'on veut, mais voilà, ça peut être un mouvement gazeux, enfin tu vois, c'est donc on connaît. Voilà. Donc, mais en tout cas, il appelle de ses vœux depuis un moment à ce que les syndicats et les partis c'est pas simplement entretiennent des relations, parce que ça, ils entretiennent des relations. Le groupe de la France Insoumise et tous les groupes de la NUPES ont des relations, notamment avec les syndicats, à chaque fois qu'ils préparent des projets de loi, etc. Comme tous les groupes politiques, tous les partis politiques ont des relations avec les syndicats. Donc là, c'est pas de ça dont il parle de quelque chose qui soit un peu plus structuré, un peu plus commun dans les élaborations de projets, de propositions ou de luttes. C'est quelle que soit la forme que cela peut prendre. Moi, je trouve que cette question, c'est à ça que répond Sophie Binet, aussi dans la lettre. Dans un premier temps, elle lui dit bon, tu t'occupes pas de nos affaires, mais dans un deuxième temps, et c'est ça que je voulais, dont je voulais parler, dans un deuxième temps, elle dit il n'en est pas question. Il n'en est pas question. La lutte sociale, elle est conduite par les syndicats, et d'ailleurs, si il n'en avait pas été ainsi, nous n'aurions pas pu, pendant le mouvement de grève sur les retraites, faire le mouvement que nous avons fait. C'est-à-dire que, en gros, l'ancrage territorial, l'ampleur du mouvement, etc. L'unité syndicale. Oui, bien sûr, l'unité syndicale. Enfin voilà, cette assise-là n'aurait pas été possible si nous étions sortis de ce cadre-là. Je donne juste un tout petit exemple pour que les gens comprennent bien et pour prolonger ce que tu dis. Si jamais, par exemple, la CGT s'était maquée assez totalement avec les partis politiques, on imagine de gauche, de la NUPES, jamais elle aurait pu faire l'unité syndicale avec Laurent Berger. Laurent Berger, il serait pas allé, en fait, je pense, j'en suis même à peu près certain, dans une réunion avec... Peut-être pas que Laurent Berger. Solidaire, c'est pas certain Exactement. que Solidaire la NUPES soit la tasse de thé de tout le monde. Solidaire se mettent avec les socialistes, ou Force Laurent ouvrière, Berger se mettent avec la France Insoumise. Exactement. Ou Force ouvrière, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans le monde syndical, le rapport aux partis politiques est beaucoup plus divers. Ceci étant, Mélenchon dit « Je regrette que nous ne soyons pas parlé une seule fois pendant tout le mouvement des retraites, on ne s'est pas rencontrés, on ne s'est pas coordonnés, voilà. Et donc Sophie Binet lui dit bah oui, mais c'est très bien ainsi parce que s'il n'en avait pas été ainsi, nous n'aurions pas fait. Alors je vous renvoie, pour ceux que ça intéresse comme question, je crois qu'on avait fait un très bon film il y a quelques années qu'on a mis sur le site, sur notre chaîne YouTube et sur le site de regard.fr, qui était un retour sur cette question des relations entre les partis et les syndicats historiquement en France et un peu avec des références un peu internationales, pour dire au fond comment les choses se sont construites et comment est-ce qu'elles peuvent se développer, voire se dépasser, voire évoluer. Parce que c'est pas parce que ça a été comme ça que ça ne peut pas changer. Ce que je trouve intéressant de rappeler à propos de la charte d'Amiens, qu'on évoque tout le temps comme étant la séparation entre les partis et les syndicats, ce qu'on rappelle très bien, ce que René Mouriot rappelle très bien dans ce documentaire, c'est qu'en fait, c'est pas une séparation des partis et des syndicats. C'est des syndicats qui se substituent aux partis ou qui n'ont pas besoin des partis. Les syndicats prennent en charge, un petit peu comme dans l'Angleterre du Parti travailliste. C'est les syndicats qui disent aux partis, vous êtes des parasites et la vraie démocratie sociale, la vraie révolution prolétarienne, elle passera par nous et pas par vous. Vous êtes des suppôts de l'État. L'autogestion conduite par les syndicats, c'est-à-dire qu'en fait le dépassement de l'État va se faire par la prise du pouvoir par les syndicats. Donc en tout cas, il faut absolument pas interpréter la charte d'Amiens comme la dépolitisation des syndicats. Historiquement, ce n'est pas vrai. Historiquement, au contraire, la charte d'Amiens, c'est les syndicats qui occupent
entièrement l'espace politique, l'espace du politique, et qui ont comme projet la transformation révolutionnaire de la société. Donc c'est comme ça que ça se construit à l'origine. Donc c'était il y a il y a moins de 120 ans. Pardon. Oui, c'est ça. C'était 1900. Ben, la charte d'Amiens, c'est 1906. Donc c'est le bientôt congrès 120 ans. Bientôt 120 ans. Donc voilà, ce que je voulais dire que juste historiquement, on se réfère à la charte d'Amiens, à mon avis, dans une histoire qui n'est pas juste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que ça se constitue le syndicalisme comme ça, syndicat révolutionnaire qui prétend prendre en charge la lutte des classes et la transformation révolutionnaire de la société, se fait au moment du développement de la ville et de la grande industrie, et on a une espèce d'articulation très forte entre le combat dans l'entreprise et le combat pour la transformation de la société. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça que les choses se passent, c'est-à-dire qu'on sait bien que les enjeux de transformation ne se jouent pas ou ne se jouent pas principalement, ou ne se jouent pas de manière centrale et comme levier dans le monde de l'entreprise. Oui, dans le monde de l'entreprise, c'est là que se crée de la richesse, que se capte la richesse, que se détermine ce que l'on va produire, etc. Mais l'État, évidemment, on sait très bien qu'il en est un des acteurs. Et puis, il se passe beaucoup d'autres choses dans la société que les syndicats ont vocation éventuellement à prendre en charge, ce qu'ils faisaient beaucoup plus au début du XXe siècle, notamment avec les unions départementales. Et moi, je me souviens, enfant encore, que la CGT s'occupait de l'école, pas des enseignants, mais du projet pédagogique, de la place de l'école dans la société, de la question du logement, par exemple. Donc, de la consommation, il reste encore un peu des traces de ce truc-là dans la CGT qui avait organisé la consommation. Bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des choses qui se sont transformées, qui mériteraient que si les syndicats sont là pour défendre les intérêts des travailleurs, les intérêts des travailleurs ne se jouent pas que dans l'entreprise, se jouent bien en dehors, et que la question de la construction de lieux communs de réflexion, d'élaboration, voire d'action commune, moi je trouve qu'elle n'est pas absurde, et je trouve que la question que pose Mélenchon, il la pose de façon un peu parfois... Brutale. Oui, brutale. C'est-à-dire surtout, c'est que ces échéances sont courtes, c'est immédiatement. C'est-à-dire que, je me rappelle en 2018, c'était tout de suite qu'il fallait faire le Front Populaire, et là c'était tout de suite qu'il fallait décider la manifestation pour dimanche prochain, tatati, tatata. Non, c'est un gros sujet, mais je trouve que c'est un beau sujet de réflexion sur comment les uns et les autres on s'enrichit, et non pas on s'appauvrit dans la séparation syndicat-parti. Alors, c'est marrant parce que toi, tu es parti de la charte d'Amiens en disant, la charte d'Amiens, donc c'est, moi, la façon dont je le lis, c'est les syndicats contre les partis, qui disent maintenant, vous rentrez à la niche, et c'est nous qui allons nous occuper de politique, comme tu l'as dit. Contre les partis social-démocrates, ouais. Exactement. Et tu en conclus, tu dis, voilà, aujourd'hui, ce serait bien que la CGT, ou ce serait bien qu'on considère que, voilà, les endroits de pouvoir, finalement, les endroits où plutôt où on peut agir politiquement, ce n'est pas uniquement dans l'entreprise. Mais moi, je dirais l'inverse. Je dirais, genre, ce serait bien, en fait, que dans les partis ou dans les mouvements politiques, on ne considère pas uniquement que l'endroit où l'on peut agir, c'est, en gros, l'État et la loi. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle à des militants de la CGT notamment, mais aussi de Solidaires, eux, quand on leur dit, je sais pas moi, les grands plans, par exemple, pour la planification écologique, c'est-à-dire, en gros, nommer un commissaire au plan. D'ailleurs, le plan, il est déjà écrit, puisqu'il est dans l'avenir en commun. Et il n'y a qu'à appliquer le plan, et puis c'est bon. Donc, d'en haut, on va donner un plan pour que ensuite on fasse la transition, la bifurcation écologique. Bah ça, c'est typiquement pas une façon de faire des militants syndicalistes. C'est eux, ils sont persuadés que le lieu précisément où doit s'inventer cette planification écologique, si tant est qu'elle doit avoir lieu, et je pense que tout le monde veut qu'elle ait lieu, c'est l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a un aller-retour en fait à faire. Je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, hélas, l'entreprise n'est plus le lieu, à mon avis, de sociabilisation politique
comme ça a pu l'être au début du XXe siècle. Alors peut-être que je le fantasme au XXe siècle. Au XXe siècle. Peut-être que je le fantasme un peu aussi. Mais aujourd'hui, quand on voit les taux de syndicalisation, ou même la puissance en fait des syndicats, qui est plus tout à fait la même que dans les années, on va dire, entre 1900 et 1970. Je me dis, bon, ok, il y a un truc à recréer, à revoir en fait où sont les lieux où l'on fait de la politique. Ça peut pas être que le Parlement, on le répète sans arrêt. Ça peut pas être non plus les antichambres des partis. Est-ce que ça n'est pas pour le coup les bureaux syndicaux dans les entreprises, de fait, même si j'aimerais bien que ça le soit. Donc il faut que tout ça en fait se restructure. Alors après, il y a la question, est-ce que ça doit se restructurer en même temps? Sophie Binet, elle dit non, genre ensemble. Est-ce que ça doit se restructurer ensemble? Ensemble, ouais, en commun. Elle dit non, on va se restructurer chacun de notre côté, et puis on va continuer à parler, mais on va pas faire de structure commune. Je pense qu'elle s'inscrit dans l'histoire que tu as rappelé de la CGT. Là, on est un peu au bord de la falaise, quand même. Les périls sont nombreux qui guettent les travailleurs, les travailleuses, la gauche, la République, tout ce que tu veux, tu vois. Enfin, le fascisme est juste là. Est-ce que on a tu dis tout prend du temps. Jean-Luc Mélenchon, je pense que quand il dit il faut que ça se fasse tout de suite, c'est parce que précisément il est au bord de la falaise, tu vois. Et en tout cas, c'est ça qu'il nous raconte. C'est ça que nous raconte une partie de la gauche, c'est le fascisme est à nos portes. Et donc, c'est normal qu'il faut que tout se fasse vite. Et le problème, c'est que si tu fais vite, tu brusques les gens. Je sais pas, il y a un truc qui est un peu compliqué, qui est un peu complexe, en tous les cas. Et j'en finirai là-dessus. Il y a aussi les problèmes formels. C'est-à-dire que si tu t'insultes, si tu passes ton temps à dire ce mec est une merde, genre si on a raté la grève, c'est à cause de Philippe Martinez ou je sais pas quoi, je ne comprends pas dans quelle mesure tu peux espérer après qu'on va aller prendre le thé et discuter des grands plans pour les grands plans quinquennaux. Enfin, c'est bizarre. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que tout le monde a besoin de s'ouvrir, de s'enrichir et de se décloisonner. Les partis peuvent pas être centrés sur l'État, les syndicats peuvent pas être centrés sur les entreprises, et que ce décloisonnement, ça passe par quelque chose d'un peu plus ouvert, un peu plus souple et un peu plus transversal, dans lequel il y a d'autres acteurs qui doivent rentrer. Il y a les ONG, il y a les journaux, il y a les intellectuels, il y a les livres. Enfin bon, il y a plein de choses qui doivent faire que on étouffe de ce cloisonnement. En fait, on s'atrophie dans ce cloisonnement. Et que pour se décloisonner, bon, moi, je sais que l'urgence est à nos portes, mais je suis pas sûre qu'on va réussir à accélérer plus que ça le mouvement. En tout cas, il faudrait, voilà. Bref, on voulait se dire que regardez-le sur la chaîne YouTube. Je le mettrai en lien sous la vidéo. Voilà, il y avait Jean-Christophe Ledwigou et René Mouriot qui étaient interrogés tous les deux, et c'est franchement très intéressant, très bonne tenue. Deuxième sujet, et non des moindres, la Corse. Non, pas la Corse, mais la question de la République à travers la question corse, la question des identités à travers la question corse. Emmanuel Macron était en visite avant-hier en Corse, notamment avec Fabien Roussel. On l'a vu parce qu'ils sont allés rendre hommage à Daniel Casanova. Voilà, donc la résistante communiste, déportée et morte en déportation. Exactement. On peut saluer quand même cet hommage qui lui a été rendu par le président de la République. C'est fait plusieurs fois qu'Emmanuel Macron rend hommage à des résistants communistes ou des personnes qui se sont battues, des communistes qui se sont battus pendant la guerre d'Algérie, etc. Enfin, il a ce rapport assez intéressant, je trouve. Pas seulement à la lutte contre le colonialisme aussi. Enfin, tu vois, il me semble que de ce point de vue, peut-être que le temps passe et qu'il trouve qu'on peut avancer sur le sujet, quoi. Mais parfois, les soi-disant gaullistes actuels oublient un peu cette histoire-là, en fait, cette histoire commune de la résistance communiste et gaulliste qui est très importante et qui a fondé l'après-guerre. Donc, Daniel Casanova à notre pensée. Emmanuel Macron a fait un discours où il a
parler de l'autonomie de la Corse. C'est la première fois qu'il en parle aussi directement et que semble s'esquisser le chemin vers une autonomisation de la Corse. La question, c'est quelles sont les voies et moyens que collectivement on va emprunter, c'est-à-dire à la fois la collectivité territoriale de la Corse et la République française pour arriver à cette autonomie, parce qu'il y a quand même plein d'écueils, à la fois dans notre constitution, à la fois parce que, comme me l'a dit si bien Roger Martelly hier, Corse lui-même, devant l'Éternel, il m'a dit non mais c'est super sympa Emmanuel Macron d'avoir demandé à l'Assemblée territoriale corse un plan, de lui faire des propositions pour l'autonomisation, sachant qu'aujourd'hui, en gros, déjà il y a 2 plans qui ont été proposés, un venant de la droite minoritaire dans l'Assemblée territoriale corse, l'autre venant d'une alliance entre les autonomistes et les nationalistes, les indépendantistes. Donc déjà, c'est un truc bizarroïde. C'est pas, il y a pas de. Aujourd'hui, dans la majorité de Gilles Simeoni, qui est à la tête de la Corse, déjà il y a il y a les autonomistes et les indépendantistes. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez complexe. Et il leur a dit débrouillez-vous, vous me faites une proposition. Mais avant qu'ils en fassent une seule, à mon avis, il va couler de l'eau sous les ponts. Et la deuxième chose, à mon sens, voilà, le deuxième écueil principal, c'est au nom de quoi on ferait ce cadeau-là à la Corse. C'est-à-dire au nom de quoi la République, en fait, déciderait que pour la Corse, tiens, ils ont le droit à l'autonomisation. Alors par contre, les Basques, les Bretons, je veux dire tous les autres en fait qui pourraient aussi demander légitimement leur autonomie au nom de l'égalité des territoires et des identités locales et des cultures locales. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas l'avoir? Et d'ailleurs, le président de la région Bretagne, à peine Emmanuel Macron avait terminé son discours, qu'il a fait ah ben moi aussi, moi je vais demander l'autonomie pour la Bretagne. Et c'est vrai que j'ai du mal à hier j'ai dit ça sur le plateau de BFM et les gens autour de moi m'ont dit ah bah oui mais c'est une île. Non, oui. Non mais oui, mais sous-entendu. De fait, c'est vrai que ça compte. Exactement, ça compte. C'est évident. Voilà, leur histoire est nécessairement particulière puisqu'ils ne sont pas rattachés au territoire hexagonal. Mais j'avoue que je trouve ça assez limité pour justifier d'une modification de la Constitution qui permette l'autonomie de la Corse. Moi, ce que je pense, c'est que ça nous interroge sur ce que c'est que l'unité de la République française et que cette question, elle revient par tous les bouts. Elle revient par le fait qu'on ait des jeunes femmes qui décident de faire du football avec un voile sur la tête ou d'aller même aux Jeux Olympiques avec un voile et que la France a décidé que non, il n'en était pas question, contrairement au CIO, au Comité Olympique International, qui dit qu'il n'y a aucun problème. Donc, ce que je veux dire par là, ça peut paraître un peu bizarre de faire ce rapport entre les deux, mais pour moi, il y a quelque chose d'une conception de l'unité de la France qui ne peut pas rester en l'état. C'est-à-dire que quand ils ont argumenté cette décision, la ministre des Sports a argumenté cette décision, elle l'a fait au nom de une laïcité stricte. Et là, ça peut être au nom de l'unité stricte du territoire, tu vois, on ne donne pas d'air aux autres cultures qui existent, qui ont été souvent maltraitées. Et qui sont aussi des cultures françaises, en fait. Oui, qui font partie. Voilà. Donc moi, je suis plutôt pour que cette question-là, ça respire un peu plus. Donc, il me semble, d'abord, ce que je pense pour ce qui concerne la Corse, c'est qu'il y a quand même un fait politique qui est que les indépendantistes, les autonomistes ont gagné à plusieurs reprises les élections et qui maintenant ressemblent à la majorité de la population corse. Donc, je considère que ça doit s'entendre comme question. Ceci étant, après, ça ouvre plein de questions, mais en tout cas, là, il y avait une espèce de verrou qui me semble qui doit pouvoir être levé. Ça pose plein de questions, parce que après, qu'est-ce que c'est que être corse là, au secours, quoi, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a quand même un débat sur ce que c'est qu'être corse qui peut sembler être éventuellement tout à fait désagréable.
par ailleurs d'autres revendications qu'ils ont sur la reconnaissance de la langue corse, sa co-officialité. Moi, je trouve que c'est une question qui se pose véritablement pour qu'elle soit vivante et qu'elle ait sa place dans l'espace public de la Corse. Donc, en tout cas, le périmètre de ce que c'est que cette autonomie, ça reste une question. Et puis, la troisième enjeu, c'est, quand même, au fond, la Corse, elle a besoin d'avoir un avenir. Elle a besoin d'avoir un projet. Elle n'a pas simplement besoin d'avoir de l'autonomie. Il faut que cette autonomie, elle débouche sur une nouvelle pensée de ce que c'est que l'avenir de la Corse. Mais ceci étant, donc ça, c'est vrai pour elle et c'est vrai pour un peu beaucoup de territoires, de régions qui sont des fois des régions administratives qui n'ont ni queue ni tête. Le camarade Hollande, il a aussi ça à son actif, d'avoir fait des régions absurdes. Juste, ouais, c'est ça. Juste pour pouvoir faire aussi bien que les Allemands, les Länder allemands. Donc ça il y a cette question qui est assez absurde, mais ce qui me préoccupe aussi et qui arrive dans le même moment, c'est qu'on a une droite libérale qui commence à s'installer sur cette affaire, aussi pour détricoter les droits nationaux. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, vous avez vu que l'idée d'avoir un SMIC régional est portée par la droite à l'échelon, enfin en France, quoi. Au départ, on te raconte que c'est qu'on va te faire on va te donner un SMIC plus élevé en région parisienne. Moi, je crois celui qui veut croire. Bon, je veux dire, c'est évidemment une attaque contre les droits sociaux qui se profilent si on acceptait ça. C'est-à-dire que cette unité du territoire, elle a quand même aussi permis que la lettre soit distribuée au même prix en Corrèze et en région parisienne. Il y a quand même des droits sociaux et des aménagements et des services publics qui sont malmenés. Mais l'idée que nous avons droit à la même chose me paraît une idée propulsive. Enfin, elle nous permet c'est un appui pour des luttes qui sont légitimes. Si on commence à tout détricoter, là, je pense qu'on est mal barré pour revendiquer l'éducation nationale, la santé pour tous, etc., etc. Quoi. En tout état de cause, les Corses, lorsqu'ils demandent leur autonomie ou même leur indépendance, d'ailleurs, ne le font pas au nom du libéralisme. Ne le font pas. Ils le font au nom d'une certaine histoire. Oui, ça dépend. Il y en a quelques-uns qui le font aussi au nom du libéralisme. Alors là, justement, pour pouvoir s'affranchir d'un certain nombre de contraintes. Alors, c'est ce que j'allais dire. Non, mais pour pouvoir s'affranchir, effectivement, pour pouvoir être maître de ses impôts, de ses taxes, de ses machins. Enfin, évidemment, ils veulent construire au bord de la mer et tout ça et tout ça et tout ça. Oui, je sais pas si c'est vraiment l'objectif, mais c'est vrai qu'une grosse ressource de la Corse, c'est quand même le tourisme. Et la loi littérale leur casse les pieds parfois. Alors, la loi littérale leur casse les pieds, et en même temps, je suis pas sûr qu'ils veulent détruire leur île en la bétonnant complètement. Je veux dire, l'exemple juste en face de la côte espagnole, dans le nord de la côte espagnole méditerranéenne, c'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, la Costa Brava. Enfin, je suis pas certain que ça soit le modèle des Corses, ça soit la Costa Brava. Mais enfin, non mais il y a la question. Toi aussi, tes années optimistes cette semaine. Non mais la question, en fait, il y a un conflit autour de le tourisme versus les questions écologiques, sachant qu'en plus on sait à quel point la Corse est dépendante de énormément de ressources qui ne viennent pas de son île, à commencer par l'eau, l'énergie, etc. Il y a pratiquement rien sur la Corse, donc tout doit venir, la bouffe, tout doit venir de l'extérieur. Donc il y a avec du coup des transports, des coûts de transport qui sont importants. Et si évidemment tu mets des milliers de gens qui viennent pour le tourisme, il faut nourrir tout ça, il faut leur donner à boire, etc. Donc tout ça, et à mon avis, sont des questions qui sont très intéressantes à poser, ça, avec énormément de conflits à mon sens, etc. Et c'est bien, moi je trouve ça sain en fait que les Corses disent nous on va récupérer la souveraineté. J'aime pas trop ce mot, mais genre j'aime attirer les feux de genre énormément de gens. Mais on va récupérer la souveraineté sur cette question en fait, et discutons-en, etc. Parce que nous sommes finalement les mieux à même pour pouvoir discuter et arbitrer, etc. Et que le pouvoir de Paris
qui connaît vraiment pas grand-chose. Parce que ça, c'est toujours, en fait, Oui, mais l'argument c'est... central. On n'est pas Qu'est-ce que obligé j'ai d'employer les fait? grands mots, hein. Comment? On n'est pas obligé d'employer les grands mots, on n'est pas obligé de dire la souveraineté. On peut Oui, dire oui. juste, tu vois, juste un fonctionnement un peu normal et un peu Exactement. démocratique. Et le Ça fait ne que ce ferait pas de soit les mal. Parisiens, en fait, qui viennent nous imposer, via l'État, des procédures ou des façons de faire ou des endroits, je sais pas moi, tout simplement, où est-ce qu'on va mettre la route, où est-ce qu'on va mettre le machin. En fait, ça les saoule et je comprends et ça saoule énormément de gens. Moi, quand on se balade en France, en fait, non, mais la première chose que tu disais, genre, ah bah oui, mais ça, c'est les Parisiens qui ont décidé. Tu vois, genre, dès qu'il y a une merde, genre, mais d'ailleurs, une nouvelle norme, c'est, ah bah c'est les Parisiens, ils ont décidé qu'il fallait qu'on enlève notre Quand c'est pas les climatiseur, il fallait Parisiens, qu'on... c'est l'Europe. Et quand c'est pas les Parisiens, c'est l'Europe. Ah, ça, c'est encore pire. Ça, c'est... Bon, allez, stop. Oui, mais c'est un vrai, il y a un vrai conflit à cet endroit-là qui peut être résolu Oui. par la question de l'autonomie. Et moi, c'est pour ça que je vois la façon, par exemple, dont les Britanniques, eux, ont fait avec cette, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Royaume-Uni, il y a plusieurs entités distinctes, l'Irlande du Nord, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre, qui ont un fonctionnement qui est très particulier, qui est très autonomisé. Et en plus de ça, si on élargit la focale, lorsque l'empire colonial britannique a fondu, ils ont créé le Commonwealth en fait pour résoudre en fait ce problème de quelle relation en fait on va nouer avec ou bien nos anciennes colonies à qui on a donné leur indépendance et comment est-ce qu'on noue à l'intérieur du territoire britannique entre les différents États, comment est-ce qu'on... Et moi je trouve ça intéressant. Ou en Espagne par exemple. En Espagne, non, mais il y a région... beaucoup de. Non, mais il y a plein de choses qui sont. Je vais pas refaire. Oui, c'est ça. On va pas tout. Ouais, parce que voilà, ce que je veux dire, que l'Allemagne aussi, c'est autre chose. Vraiment, nous, c'est vraiment genre. Il y a une seule façon et c'est comme ça, etc. Et moi, je trouve qu'on pourrait donner, en fait, à. Tu m'as parlé du SPIC régional, évidemment, c'est peut-être pas, ou départemental, ou je sais pas quoi, mais idées. mais les enjeux de reconnaissance de diplôme national, par exemple, c'est vraiment fondamental comme question. Enfin, il y a beaucoup de questions. Oui. Non, mais il y a des questions qu'on doit avoir en commun, mais d'autres, tu vois, mais c'est tout à fait vrai, c'est vrai à tous les échelons. Tout à l'heure, tu parlais dans les entreprises, il faut que les salariés aient davantage de pouvoir dans les entreprises. Il faut que les gens aient davantage de place et davantage de pouvoir dans la transformation de leur ville. Tout le monde dit, ah oui, les questions écologiques, il faut toujours raisonner au niveau du monde ou au niveau de la plus grande aire géographique possible. Et ben moi, je suis plus trop sûr de ça. Je suis pas sûr, en fait, que si on réfléchit l'écologie à un niveau très, très décentralisé, je suis pas sûr qu'on n'arrive pas à des choses plus intéressantes, plus belles, plus constructives et plus propulsives, pour réutiliser le mot que tu as utilisé, que si on essaye sans arrêt de réfléchir au niveau de l'ONU ou de l'Union européenne, ou même de la France. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient se faire, qui aujourd'hui ne se font pas, parce que les gens se disent, qu'est-ce que tu veux faire au niveau de la France? Alors que si tu dis au niveau du maire, tiens, nous, on va réfléchir à une vraie politique écologique, il peut se passer des choses. Aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens, en fait, de répondre à ça. Donc moi, je suis pour plus de décentralisation, et il peut se passer, à mon avis, des choses très intéressantes. Peut-être pas sur les diplômes, peut-être pas, mais juste une façon de penser différemment le monde, en fait. Peut-être du localisme ou je sais pas quoi, mais... Penser global, agir local, c'était pas ça? C'était oui, pas moi, mal. je pense l'inverse. Moi, je pensais penser local, agir global. En fait. D'accord, bon. J'inverse la proposition. Ok, allez, sur ces bonnes idées. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.